Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Julian Trevelyan. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes anglais au départ, Anglais. mais vous vivez en France. Oui, j'habite ici depuis 2016. Je compte rester ici. Donc on est ravis puisque on peut vous écouter maintenant à Paris et puis vous écouter aussi aux côtés de Rena Cherestevskaya. Oui. Vous êtes son assistant Oui, à l'école normale. Oui. Donc vous avez été son élève. Oui. Et là vous êtes son assistant. Oui, mais aussi elle me donne encore des cours parce que en fait on est jamais fini. Maria Joao Pires, avec qui j'ai pris les masterclass, elle dit que je suis toujours étudiant parce que il y a tellement de choses à découvrir et on n'est pas seul à écouter notre musique. Il y a des autres oreilles qu'il faut. Et comment ça se passe donc vous êtes assistant donc avec tous ces élèves qui sont liés au prestige de son enseignement. Assistant, ça veut dire qu'elle vous confie des élèves que vous préparez après. Parfois, quand elle n'est pas là, je donne des cours et quand j'assiste, je donne des exemples et des choses à travailler. Vous, votre itinéraire, donc vous êtes parti de l'Angleterre, vous êtes arrivé en France, votre enseignement, il est beaucoup français, enfin, il est pour une large part français. Dans le terme... Vous, dans le terme de l'enseignement que vous avez reçu, vous, ou c'est très mélangé? C'est très mélangé parce que j'ai pris beaucoup de masterclass et aussi j'avais beaucoup de profs. J'ai travaillé avec Ferenc Rados en Hongrie, j'ai travaillé avec Andrés Steyer, avec Claudia Martinez-Mena. Et je vois Menachem Pressler aussi dans oui. votre itinéraire. Vous l'avez bien connu? Oui. En fait, on s'est rencontrés aux Victoires de la musique en 2016, où j'ai joué le concerto de Schumann. Et il m'a raconté l'histoire qu'il a joué avec Furtwängler, je pense. Et Furtwängler disait, mais tu sais que le début, le thème doit être au même... à même vitesse que le tout début, mais personne ne le fait. Alors, il faut que tu fasses ça ce soir et je serai contente. Alors, et alors, vous avez fait ça? J'ai essayé. Pas exactement. Pas exactement. En fait, c'était difficile parce que le piano était très loin de l'orchestre et on s'entendait un peu bizarrement parce que avec la distance, il y avait un décalage de son. Vous avez participé à un festival qui s'appelle Festival Élite, qui a eu lieu du 3 février au 2 mars à Cortot, c'est-à-dire des maîtres du quatuor, du chant, du piano, qui donnent des masterclass accompagnés de concerts dans la salle Cortot. Il y a eu le quatuor Modigliani avec le Novo Quartet, et puis aussi avec le quatuor Magenta. Oui. Véronique Jans aux côtés de la mezzo-soprano Annelise Polschulpeck, et puis vous-même aux côtés de Rena Cherestevskaya. Et comment ça s'est conçu ce festival Élite? En fait, le programme Élite, c'est pour donner un peu de soutien à des jeunes artistes comme moi et aussi les autres... Tatsuki Sakoyama, j'ai entendu un peu de son concert, c'était fantastique. Il y a les grands profs qui ont choisi ces musiciens pour leur donner... Oui, parce que quand on voit par exemple le quatuor Modigliani, des masterclass avec le quatuor Elmire ou quatuor Magenta ou Novo Quartet, c'est des quatuors déjà qui sont des quatuors qu'on entend. Ils ont gagné les prix au Oui, c'est ça, c'est quand même... c'est pas des quatuors débutants, ils ont déjà un itinéraire. Oui. Et donc, c'est quoi? C'est le quatuor Modigliani qui dit qu'il aimerait bien travailler avec un quatuor moins aguerri que lui. Oui, et c'est à l'école qui est le soutien et le lieu où il y a les cours et tous les rencontres. Et c'est pour faire les alliances entre les musiciens. Je travaille avec le quatuor Elmire et
dans le concert. Et aussi, je vais faire un concert avec le flûtiste et un des chanteurs, je pense que c'est Héloïse Poulet. Héloïse Poulet, oui, qui est une Oui. merveilleuse Oui. chanteuse jeune, déjà Oui. très aguerrie, enfin déjà qu'on a le bonheur d'écouter depuis Oui. un moment déjà. Ah ouais, ok. Oui, oui. Formidable chanteuse. Oui. Donc effectivement, c'est un mélange de jeunesse, mais de jeunesse déjà Oui. qui a déjà un parcours. Oui. Et au niveau du répertoire, puisque vous faites ça avec Rena Cheressevskaya, vous, votre répertoire de prédilection, alors j'ai vu, par exemple, dans les concerts que vous donnez, il y a des programmes 6e sonate de Prokofiev avec Fantaisie de Schumann. C'est un programme qu'on vous a demandé ou c'est un programme que vous avez proposé? En fait, il y a presque 3 choses dans un programme. Et il y a le goût du présentateur, Oui. il y a le goût du public et la vision artistique que je veux amener. Et avec tout ça, moi, je trouve les connexions entre les œuvres le plus important. Alors, j'aimerais bien faire un programme avec beaucoup de styles différents, mais avec un point en commun pour lier tous. Et normalement, j'explique les programmes dans le langage du pays où je suis. Et quand je joue en Allemagne, je me dis, alors, est-ce qu'il faut changer les œuvres un peu pour mieux être avec le public? Et parfois, il y a des présentateurs qui veulent absolument du Beethoven ou absolument pas de Chopin. Alors, il faut que je fais un peu pour être bien avec les présentateurs, mais ça, c'est un peu comment je construis les programmes. Oui, mais le lien entre Prokofiev et Schumann, il n'est pas évident. Bon, ils ont écrit tous les deux une toccata, mais Oui. il y a des choses à fouiller quand même. Oui. Là c'était plutôt un programme de contraste. Oui. J'ai dit, c'est pour le Prokofiev, c'est l'âme d'un pays, Oui. mais le Schumann, c'est l'âme de quelqu'un. Mais les deux sont presque en guerre. Oui, d'ailleurs, vous avez choisi oui. la 6e, qui Oui. est une des sonates de guerre. Oui, de mais Prokofiev. aussi le Fantaisie de Schumann. Il y a le guerre de l'être humain contre lui-même, l'esprit et le corps qui est fait pas tout ce qu'il faut. Oui, il y a presque une guerre aussi du pianiste contre son clavier, parce que le deuxième mouvement de cette fantaisie de Schumann, on a toujours peur pour le pianiste. Oui. À la fin, en particulier, Oui. Julian Trevelyan. En janvier, j'avais joué avec les variations Don Giovanni de Chopin, qui a commencé la carrière de Chopin, et Schumann a beaucoup aimé ça. Et il y a aussi les choses pareilles que dans le fantasy, encore plus difficiles. Vous avez enregistré avec le label, pour le label Alpha Classics, un disque de concerto de Mozart, 23e et 24e concerto, aux côtés d'un orchestre viennois, dirigé par un grand pianiste mozartien, un de nos grands maîtres qui est Christian Zacharias. Oui. Comment ça s'est passé cette rencontre C'était très bien. On avait 3 jours pour enregistrer les 2 concertos. Et c'était à Vienne, ça s'est passé à Vienne. En fait, c'était très relax parce que les autres disques que j'ai fait après, on a eu 3 heures ou 4 heures pour faire une concerto, mais là, c'était les sessions de 3 heures, 3 sessions par jour. Alors, c'était vraiment le temps d'aller au fond. Et lui, il connaît bien les concertos, alors il pouvait... Mais il a enregistré une magnifique intégrale. Oui. Les concertos. Je crois même qu'il y en a 2, intégrales des concertos de Mozart par Zacharias. Oui. Et puis, son nom est tellement lié aux grands musiciens allemands viennois. Et donc, il y a eu cette rencontre avec lui. Oui. Vous me disiez hors micro, vous n'avez pas beaucoup parlé avec lui, en fait. Non, en fait... Il était assez fatigué et il était pris par autre chose, mais on était très intéressé par l'enregistrement. Mais après, il voulait parler des autres choses. Il a une maison en Angleterre, pas loin de où j'ai grandi. Alors, on a parlé de... C'est-à-dire, c'est où En fait... c'est pas pour se faire inviter par Christian Zacharias. Non, mais par rapport à vous. Il habite à Kent. Alors, il a... C'est votre région d'origine. Oui.
Et donc, vous en avez parlé avec lui plus que de Mozart. Oui. Mais je comprends qu'après 70 ans, il faut un peu de relax et pas toujours de la musique. Oui, mais en même temps, vous avez joué 2 chefs-d'œuvre Oui. de Mozart avec lui, dont tous les 2 sont sublimes, Ouais. ces concertos, mais le 23e, il y a ce sublime mouvement lent. Il faut quand même discuter, tempo, Oui, intonation. mais le discours entre musiciens est presque toujours dans la musique et pas par les paroles. Parce que si on pouvait décrire par les paroles, on n'aurait pas la musique parce qu'on n'a pas besoin. Oui, mais alors justement, pour vous, c'est quoi un grand chef? Parce que quand on discute avec des musiciens d'orchestre, on est toujours intrigué. Chacun a un avis différent sur un chef d'orchestre. Il y en a qui aiment que le chef ne dise pas grand-chose. Il y en a qui aiment que le chef donne des images. Pour vous, un chef qui vous plaît, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il n'y a pas un ou deux choses qu'il faut qu'un chef fait, mais en fait, tout doit être convaincant. En fait, même s'il parle pas ou s'il parle beaucoup, en fait, si le résultat est convaincant devant l'orchestre, parce qu'il y a 80 musiciens, si c'est pas convaincant, il n'y aura pas un bon résultat. En fait, on peut avoir un bon technique ou un mauvais technique, mais si on est très bien à parler ou à donner les images, en fait, moi, j'aime beaucoup Pierre Boulez, mais en termes de technique, il n'est pas si bien que quelqu'un comme Bernard Haitink, aussi que j'aime beaucoup. Et je fais direction d'orchestre aussi, alors j'essaie de faire mon propre mélange des choses. Ah oui, ça nous manque la direction d'orchestre, parce que Julian Trevelyan, il y a quelque chose que j'ai pas dit. Une chose que j'ai pas dit encore, qui est assez frappante en ce qui vous concerne, c'est que vous êtes non seulement magnifique pianiste, mais vous êtes également violoniste. Alors, quand j'ai préparé cet entretien, que j'ai lu votre biographie, je me suis dit j'ai dû me tromper quelque part, mais vous êtes membre d'un quatuor, vous êtes violoniste. Oui. Et alors, à quel moment vous avez décidé de conjuguer ces 2 instruments, de les lier? En fait, avant que j'ai fait le concours Marguerite Long, j'avais pas pensé à faire musique comme carrière. Ça, c'est en 2016 2015. Oui. Et alors, j'avais fait au même temps violon, alto, chant, composition et direction En d'orchestre. Angleterre, ça? Oui. Et alors, après le concours, j'ai fait beaucoup plus de piano parce que j'avais beaucoup plus de concerts. Mais en fait, j'ai continué les autres en parallèle parce que je trouve que chaque instrument, ça donne les idées pour les autres. Et comme ça, je peux jouer toutes les symphonies aussi et tous les quatuors. J'ai Oui, plus... vous avez beaucoup de choses, mais il faut avoir les capacités déjà d'être pianiste, les capacités d'être violoniste, mais les capacités d'être les deux, c'est quelque chose qui m'intrigue profondément. On n'en connaît pas beaucoup. Il y a Julia Fischer, qui est une merveilleuse violoniste, qu'on connaît mieux comme violoniste que comme pianiste. Vous, c'est un peu le... Je sais pas si c'est le contraire, on vous connaît mieux comme pianiste. Pour le moment. Pour le moment. Mais vous êtes membre d'un quatuor. Donc, comment vous faites pour travailler le matin? Vous travaillez 1 heure de chaque, puis après vous alternez? En fait, c'est avec les concerts que j'ai, si j'ai vraiment besoin d'apprendre quelque chose sur le piano, je focalise seulement sur le piano. Mais si j'ai le quatuor, je vais faire 2 semaines beaucoup de quatuor et un peu de piano. En fait, je sais combien de temps il faut travailler pour chaque prestation ou chaque œuvre, alors je fais en fonction de ça. Et vous, le plaisir de l'instrument, vous avez autant de plaisir à l'un qu'à l'autre? Oui. Et en plus, c'est des instruments opposés, parce que quand on entend un pianiste et un violoniste, justement, l'art de la sonate pour piano et violon, c'est de conjuguer 2 instruments qui sont si différents. Et pour vous, c'est des nécessités presque de pratiquer les deux, Julian Schwab. Mais pour un soniste de violon et piano, si je dois jouer en concert, je fais les deux avant, pour me préparer, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire là. Et j'ai de la chance de pouvoir faire ça. Sinon, les autres pianistes, souvent, avec le violoniste, c'est la première fois qu'ils ont fait. Et qu'ils ont la connaissance de la partition de violon. Ça vous arrive pas de jouer avec des confrères qui sont aussi pianistes, violonistes, comme ça vous alternez pendant le concert? Non, mais j'avais le projet avec la fille de Rena Chadachevskaya de faire parce qu'elle est pianiste et chanteur. Ah oui? Alors, on a pensé de faire un concert où j'accompagne quand elle chante, elle m'accompagne quand je joue au violon et on fait un duo au piano ensemble.
Et donc, au niveau du répertoire, comment ça se passe? Vous jouez du quatuor, Oui. vous jouez dans l'orchestre aussi? Ça vous Je arrive joue, parfois j'ai beaucoup joué. En fait, j'étais premier violon dans beaucoup des orchestres des jeunes de en jeunes, Angleterre. oui. Mais depuis, je fais pas beaucoup dans les orchestres. Je préfère de faire quatuor parce que comme ça, je peux vraiment être dans le discours. Sinon, je fais direction d'orchestre. J'ai dirigé un œuvre de Pancho Vladigarov en Bulgarie la semaine passée. Et donc, comment c'est né ces deux instruments? Comment ça s'est passé? Vous avez commencé par lequel, Julian Trevelyan? J'ai commencé par l'alto, en fait, Oui. parce que avant de commencer un instrument, ma mère m'a dit qu'il faut absolument connaître toute la théorie, histoire et solfège. Parce que votre mère, elle est musicienne. Oui, et elle est violoniste baroque. Alors, quand j'ai commencé, je connaissais déjà le clé de sol et le clé de fa. Mais j'ai vu dans la théorie, il y a aussi le clé de do. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je dois apprendre le clé de do si je vais jamais l'utiliser? La clé d'ut, qu'on appelle en France. Clé Oui, d'ut. non, excusez-moi, Oui. c'est pour Non, expliciter cette clé. d'ut. Et alors, je me suis dit, alors, je vais commencer avec l'alto, comme ça, j'utilise tout. Ah oui, et donc vous avez continué après avec le violon et, Oui. et parallèlement le piano. Oui. Et aussi, Tout je en joue allant à l'école, au lycée, etc. Oui. J'ai jamais été à l'école. En fait, j'ai fait école à la par maison. correspondance Oui. ou à la maison. Oui. Parce que votre mère, en plus, c'est elle qui vous aidait pour l'enseignement. Tous les deux, mes parents, en fait, ils travaillaient tous les deux à la maison. Alors, j'étais moitié de temps avec elle et moitié de temps avec mon père. Parce qu'ils sont tous les deux double diplôme. Elle, musique et langage moderne, français-allemand. Et mon père, il a zoologie et aussi il fait urbanisme. Ah oui, Alors- on fait tout par deux chez vous, Ouais. Julian Trevelyan. Ça vient de père en fils ou de mère Oui. en fille. Et donc, vous dédoublez à chaque fois. Enfin, c'est Oui. quand même très, très impressionnant parce qu'en plus, vous me disiez hors micro que avec votre quatuor, vous alliez jouer l'opus 130, donc Oui. le 13e quatuor de Beethoven. Oui. Quand même un des plus grands chefs-d'œuvre du quatuor et puis qui est d'une difficulté extraordinaire. Oui. Vous avez eu l'enseignement de quatuor, justement? Oui, on a travaillé avec le London Haydn Quartet. Oui. Et je suis très ami avec eux et on parle souvent comment faire des choses, comment faire sortir. En fait, ce quatuor, ils sont en train de faire un intégral de Beethoven sur les instruments d'époque. Le premier enregistrement sur les instruments d'époque. Et ils viennent de finir leur complète Haydn sur les instruments d'époque aussi. Ah oui. Donc on est dans un monde très marquant de la musique. Vous êtes l'assistant, on le disait, de Rena Chereshevskaya, qui est un peu une légende du piano et de l'enseignement. Comment ça se passe au niveau du répertoire? Parce que vous, c'est un répertoire, elle fait travailler un répertoire très éclectique ou beaucoup russe En fait, j'ai pas fait beaucoup de répertoire russe avec elle. Quand j'avais commencé, elle m'a dit il faut qu'on travaille beaucoup de Bach et Beethoven. Mais en fait, on a fait un peu de tout parce qu'elle me dit que pour moi, le plus important, c'est que je recherche beaucoup le style. Alors, d'essayer de faire très bien les différences entre les styles, c'est mon but. Alors, on essaie de faire vraiment Bach comme Bach et dans le même concert de faire Handel, mais d'un style très Handel pour qu'on voit vraiment la différence ce qui est Bach. entre les deux Oui. compositeurs Et, qui sont exactement contemporains mais qui oui. sont aussi différents. Oui. Et aussi, pour moi, je fais beaucoup de Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert et de vraiment pour que tout le monde puisse dire ça doit être Schubert et pas que c'est un fils de Beethoven. Là, on a parlé de votre répertoire pianistique et au niveau du répertoire violonistique, bon, on parlait quatuor, mais c'est quoi vos compositeurs de chevet En fait, j'ai quelques grands concertos qui sont dans le doigt, comme le Tchaïkovski, Prokofiev et
Shostakovich numéro 1, mais aussi... On reste chez les Russes, là. Oui, on reste chez les Russes, mais aussi j'ai fait beaucoup les sonates de Brahms, Beethoven, Mozart. Et... Ça, vous les avez fait côté violon et côté piano aussi. Oui. Et ça doit être quelque chose d'assez étonnant, quoi, de se retrouver des deux côtés comme ça. J'en pense pas beaucoup, mais... Parce qu'en plus, quand vous vous retrouvez comme violoniste à jouer avec un autre pianiste, le pianiste que vous pourriez être vous, ça doit être assez étonnant, parce qu'il vous apporte en même temps quelque chose dans la musique de chambre et quelque chose en tant que pianiste. Oui. Mais en fait, quand je joue pas de piano et je joue avec piano, c'est un immense plaisir, parce que j'ai pas besoin de penser à les doigtés et tout pour le piano. Moi, je peux être... avec le pianiste et pas... Oui, mais enfin, vous devez jouer quand même d'un instrument qui est un des instruments les plus difficiles au monde, qui est le violon. Oui. Donc, il faut y penser. Oui, mais pour le violon, on n'a pas le fond harmonique. Oui. C'est le piano qui donne ça. Et alors, je pense toujours aux répétitions de Mahler avec Rachmaninoff. En fait, Rachmaninoff disait que Mahler a jamais pensé aux mélodies. C'était tout le temps l'accompagnement, le basse. Et en fait, quand le pianiste il joue très bien, en fait sur la mélodie, on n'a presque pas besoin de faire rien parce que tout a été donné et on peut juste sauter dessus et ça marche. Julian Trevelyan, on a parlé de ses masterclass du 3 février au 2 mars à la salle Cortot. Cette Cortot, qui est ce si bel écrin parisien, on va vous y retrouver le 13 mai et le 17 juin. Donc vous serez en compagnie d'autres musiciens. Oui. Donc on ne sait pas exactement quel va être le programme. Pas pour le moment. Mais... C'est lié aux musiciens qui ont joué dans ces masterclass. Oui. Donc il va y avoir quatuor, chant, piano. Donc on va vous retrouver comme pianiste. Oui, et peut-être comme compositeur. En plus. Oui. Comme compositeur. Ah bah ça, c'est une pierre en plus dans votre jardin que j'ignorais, Julian Trevelyan. Ça fait beaucoup. Et comment vous avez le temps et parce qu'un compositeur, en plus, quand il est pianiste, il peut travailler au piano ou à la table. Mais vous travaillez à la table, au piano, au violon pour la composition, je travaille sur l'ordinateur. En fait... je trouve mon travail comme compositeur, c'est plutôt comme un sculpteur. En fait, je fais n'importe quoi et tout. Et je dis, ça ne va pas du tout. Mais je change quelques notes et je dis, c'est mieux. Et je continue de changer, de réduire jusqu'à que j'ai quelque chose qui me plaît. Un peu comme Flaubert, quand il disait, j'écris et après, j'essaie de faire une page pour une phrase. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous jouez deux instruments, piano et violon. Le piano, c'est quand même un instrument qui joue avec d'autres instruments en musique de chambre, mais quand même solitaire. Oui. Le violon, vous faites du quatuor, vous pouvez jouer dans l'orchestre. Ça aussi, c'est des compléments qui doivent vous apporter, vous nourrir aussi. Oui. En fait, le plus que je connais, le plus que je sais que je connais pas, mais le plus que je peux faire avec. Et quand on pense que Chopin était toujours à l'opéra, alors si on ne connaît pas les opéras, comment est-ce qu'on peut jouer Chopin oui. Alors moi, la semaine dernière, j'ai travaillé avec les chanteurs, tous les œuvres de Verdi et Puccini, de Verismo. Et ça, c'est très important pour moi et aussi pour eux. Julian Trevelyan, on va revenir sur ces concertos de Mozart que vous avez enregistrés avec Christian Zacharias. Donc, ces deux chefs-d'œuvre, 23e, 24e concertos qui sont parus. Bon, c'est une collection qui est consacrée à de jeunes artistes chez Alpha Classics. Oui, il y a aussi Romain Borisov qui joue souvent en France. Il y a Janaba et Isata Kane-Mason qui sont des brillants jeunes artistes de l'Angleterre. Et comment vous avez été contacté pour faire cet enregistrement ? En fait, c'était après le concours Geza Anda où j'ai gagné le prix Mozart. C'est un grand concours qui est à Zurich, je crois, qui a aussi un concours très important. Oui. Et donc il y a un prix Mozart, parce que Geza Anda, lui aussi, il a enregistré l'intégrale des concertos de Mozart. Et alors, après le prix Mozart, la fondation suisse Orpheum, pourquoi je pense la possibilité d'enregistrer. m'ont donné la possibilité d'enregistrer. Et je suis très heureux. Et
puis avec Howard Griffiths, j'ai enregistré 2 autres disques qui vont sortir cette année. C'est-à-dire, on peut en parler déjà Oui, c'est alors... top secret, non? Non, c'est pas secret. Il y a un sur le duo concertante de Cipriani Porter et l'autre sur le concerto numéro 1 de Girovets, qui était le premier concert que Chopin a joué en public. Ah oui, c'est étonnant ça. Mais personne n'a joué joué ma depuis... grande honte que je ne connais pas du tout. Non, mais... Enfin, j'ai peut-être visiblement pas de quoi avoir honte puisque c'est un concerto inédit. Oui, il n'a jamais été joué depuis 200 ans. Et même... oui, j'ai beau être âgé, je ne l'ai pas entendu. Les musicologues avec qui j'ai parlé n'ont jamais entendu ce nom, mais il était à Vienne au même temps que Mozart et Beethoven, mais on n'en parle plus. Et qui a eu l'idée de... Est-ce que vous jouiez ce concerto, Julien Trevelyan? En fait, c'était le label CPO en Allemagne. C'est un label très curieux. Oui, en fait, ils sont en recherche des gens qui jouent bien le style pour les œuvres qui n'ont pas été défendues récemment. Oui, et donc ils sont toujours à la recherche de répertoires très rares, effectivement. Exactement. C'est un label incroyable. Ouais. Ces 2 concertos de Mozart qu'on vous a proposés, qui sont les 23e, donc un concerto en La majeur, un grand concerto si bouleversant, et un des 2 concertos de Mozart en mineur, qui sont quand même 2 concertos très très différents, bien qu'écrits à des époques très proches. C'est incroyable, d'ailleurs. Oui. En fait, j'avais demandé de faire le 24e et ils ont choisi de faire le 23, même si j'avais pas joué avec orchestre. Vous n'aviez pas étudié encore? J'avais étudié, mais pas joué avec orchestre. Et j'étais très heureux parce que ce sont 2 très grands concertos. Mais quand même, c'était un défi parce qu'il y a des centaines d'enregistrements de ces 2 concertos. Dont Zacharias, avec qui vous jouiez. Alors, c'est difficile de sortir du mas avec ça. Oui, mais enfin, en même temps, si on n'enregistre pas ou si on ne joue pas tous les chefs-d'œuvre qui ont déjà été joués, et qu'on va que vers des répertoires que personne n'a joué, ça restreint quand même. Et puis heureusement que ces concertos, on les entend par des jeunes, parce que et c'est pas parce que Peraya ou d'autres merveilleux pianistes les ont enregistrés que ça laisse pas le champ libre à d'autres. Mais on se sent comment, justement, quand on joue ces œuvres qui ont été tellement jouées, tellement aimées, tellement enregistrées? En fait, j'aime beaucoup enregistrer, mais je suis plutôt quelqu'un du concert. En fait, et de l'instant. Oui, parce que je trouve que chaque œuvre, en fait, on est l'interprète, mais aussi, sans nous, il n'y a pas la musique. Et pour moi, je veux que la musique sent comme c'est la première fois qu'il a été joué. Mais aussi, pour mon enregistrement de ces concertos, j'ai fait beaucoup d'improvisation parce que je suis un étudiant de l'histoire de la musique. Et en fait, Mozart, il improvisait beaucoup, et moi, j'essaie de continuer cette tradition, mais les grands pianistes n'ont pas vraiment fait les choses comme ça. Alors, il y a ça qui me distingue un peu. Donc, vous avez réécrit des cadences? Oui. Non, vous les avez improvisées? Oui, j'ai improvisé. Parce qu'elles ne sont pas écrites déjà pour ces 2 concerts? Pour 23, c'est déjà écrit, mais pour 24, il n'y en a pas. Alors, moi, j'ai préparé 3 cadences qui ont été enregistrées, mais la version de Fumel, que j'ai changé un peu, est dans le disque. Donc, pour le 24e, alors. Et il y a beaucoup des improvisations, des notes dans le reste aussi. Et quand Christian Zacharias vous a proposé un tempo pour ces concertos, vous étiez d'accord tous les 2? En fait, c'était moi qui a proposé les tempos. Et quand on se trouve face à un tel maître, une telle figure, on n'est pas intimidé? On parle d'égal à égal? En fait, c'est pas qu'on doit être intimidé ou pas, mais... C'est 2 musiciens qui doivent jouer une œuvre. Oui, donc alors... vous mettez sur... même s'il a 50 ans de plus que vous, et même s'il a une notoriété que vous allez acquérir, mais qui, lui, existe depuis des années, vous vous retrouvez sur un pied d'égalité parce que vous parlez musique. En fait. Mais aussi, je dois être convaincu et pour jouer bien, et lui doit être convaincu pour diriger bien. Alors... Si un de nous vient trop dire à l'autre que ça va pas, en fait,
si quelqu'un doit changer beaucoup, en fait, c'est pas convaincant pour le musicien et pas pour l'écouteur. Alors, c'est vraiment important pour deux musiciens, juste, même s'ils ont un niveau différent ou juste expérience différente, il faut se mettre au même niveau. Et ça s'est bien passé avec lui, visiblement. Oui, Oui. vous me le disiez hors micro. De toute façon, ces grands musiciens, ils n'ont plus rien à prouver. Donc, je pense qu'avec eux, le dialogue doit être plus facile qu'avec des gens peut-être d'une moindre notoriété ou d'un moindre talent. Parce qu'ils ne se mettent pas en concurrence avec vous, Christian Zacharias. Oui. Et à la limite, ça doit l'intéresser de savoir ce que vous pensez d'une œuvre et ce que vous proposez. Ça lui fait découvrir ou redécouvrir peut-être une œuvre qu'il connaît depuis 50 ans. Parce que pour moi, le 24, c'est un concerto. On joue souvent avec beaucoup de drame extérieur. Oui. Mais pour moi, parce que c'est mineur. Oui. Mais pour moi, c'est beaucoup plus de tourments intérieurs. Et dans certains reviews du 24, ils ont dit mais pourquoi il a pris le dernier mouvement si lentement et doucement. Mais pour moi, c'est vraiment une histoire pas ouverte. Mais on parlait justement de tous les grands pianistes qui vous ont précédés, qui ont joué ces œuvres. Vous les avez écoutés, vous, quand vous étiez enfant ou adolescent au disque? Vous aviez les disques de chevet des gens que vous aimiez particulièrement dans ces concertos de Mozart? Dans ces concertos, il y a Robert Levin, que j'aime beaucoup. Mais c'est plus sur instrument d'époque. Oui, lui. Mais, lui, il a beaucoup réfléchi sur Mozart. Oui, et aussi Clara Haskell. Il y a ce disque bouleversant du 24e. Alors elle, je crois, elle n'a pas enregistré le 23e. Non, pas le 24. Pour le 23, il y a un pianiste anglais qui joue très très bien, qui est Michael Roll, qui a gagné le premier Leeds, et aussi Anne-Rose Schmidt, qui joue excellent. Mais on n'entend jamais ces noms. Non, effectivement. Grande honte, encore une fois, ces deux derniers noms étaient inconnus. Et effectivement, la version de Clara Haskell, elle est bouleversante. C'est une pianiste que vous écoutiez, enfant, ou dont vous écoutiez des disques En fait, quand j'étais enfant, j'allais souvent au concert et pas écouter les disques. Parce qu'à Londres, quand j'étais jeune, les billets... Excusez-moi, vous êtes encore très jeune. Oui, mais en fait, pour les moins de 18 ans, à Londres, quand j'avais moins de 18 ans, tous les concerts dans n'importe quelle salle, c'était 10 livres. Ah oui. En fait, même si pour mes parents, c'était 60, pour moi, c'était toujours 10. Alors, je pouvais y aller tous les jours. Ah oui, vous avez découvert des choses extraordinaires. Et comme ça, j'ai écouté toujours la musique en live et pas tellement en disque. Mais maintenant, j'écoute beaucoup en disque. Alors, parce que Clara Haskell... malheureusement. Oui, malheureusement. Mais même moi, je ne l'ai pas écouté. C'est dire à quel point elle est morte il y a longtemps. Julian Trevelyan, donc il y a cette actualité, le 13 mai. Il y a aussi un concert à Saint-Maurice le 31 mars. Mais ça, pour les chances qui ont la chance de pouvoir aller à Saint-Maurice, c'est un récital ou c'est... Oui, c'est un récital qui est entre Mozart et musique moderne. D'accord, ça c'est un programme que vous avez choisi, vous. Oui. Et aussi, je joue le 7 et 8 mars à Münster et Bielefeld avec le Schumann et Prokofiev. Ça, c'est un programme qui vous tient particulièrement à cœur. C'est mon programme pour cette saison, on va dire. C'est beau d'avoir choisi ces deux œuvres qui sont, pour lesquelles vous trouvez des liens, mais les liens ne sont pas si évidents. Quoique, pianistiquement, il y a quand même des liens entre Schumann et Prokofiev. Si ce n'est que Prokofiev était un pianiste, un excellent pianiste, et que Schumann, le pauvre, ça a été plus difficile pour lui. Oui, mais je pense qu'il a bien joué. C'est juste qu'il a ruiné sa carrière avec le et puis il était marié quand même à une grande pianiste, Clara, et peut-être que pour lui, c'était... Et en fait, j'ai une idée qui est un peu hérétique, mais je trouve que Clara Schumann est peut-être le meilleur pianiste du 19e siècle. Beaucoup plus que Chopin ou Liszt. Ah oui?
Oui. C'est pas forcément hérétique. Hein. Enfin, les moyens de vérifier sont pas faciles. Oui, mais les gens disent ça doit être Liszt ou Thalberg ou Alcan. Mais en fait, quand on voit les revues de Clara et comment elle était capable de jouer les œuvres que les autres ne pouvaient pas, on doit dire, mais vraiment, cette femme qui avait 3 enfants, non, beaucoup plus, mais 3 dont on parle toujours. Et elle devait faire ça, et elle devait jouer le piano. Oui, à une époque où les femmes ne pouvaient pas mener une carrière à l'égal des hommes. Elle avait un grand carrière, et elle arrive à faire tout ça. Alors, pour moi, c'est le plus grand de cette époque-là. Eh ben, écoutez, on va rester sur cette idée qui me paraît pas forcément hérétique, mais qui est intéressante. Julian Trevelyan, donc on peut vous retrouver à Paris le 13 mai et le 17 juin prochain dans cette magnifique salle Cortot. Et puis il y a ce disque des concertos 23 et 24 de Mozart. Vous êtes aux côtés de Christian Zacharias en tant que chef d'orchestre. Et puis on a hâte de vous écouter aussi comme violoniste pour du quatuor. Enfin, on a plein de hâte avec vous, Julian Trevelyan. Et on va suivre de très près votre actualité. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Julian Trevelyan, je vous propose d'écouter 2 mouvements du 24e concerto de Mozart, dont il a été beaucoup question dans cet entretien. Nous allons écouter un pianiste avec lequel il a travaillé, un immense pianiste, Paul Badura-Skoda, qui est aux côtés du Prague Chamber Orchestra, donc les 2 derniers mouvements du 24e concerto en ut mineur de Mozart. Je vous en souhaite une très belle écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.